Ouais, c'est bon. Peut-être vérifier en demandant. Ouais. Ben, voilà, je pense qu'on va reprendre et donc nous allons écouter Madame Pascaline Faure qui est maître de conférence HDR et qui est directrice du département d'anglais médical de l'Université de la Sorbonne. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'ignore si vous m'entendez, mais bon, je vais partir du principe où vous m'entendez. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement l'équipe d'organisation de Trials, à savoir Marie-Anne Château-Renaud, Marie-Christine Desriches et Nora Leroy pour la partie pédagogique, ainsi que Lucille Roudet pour la partie administrative. Alors, la formation en anglais médical est depuis de nombreuses années un enjeu majeur pour les facultés de médecine et pour les étudiants en médecine et les médecins francophones. Et la période très particulière que nous traversons actuellement avec la pandémie de Covid-19 nous le rappelle. En effet, toutes les études importantes sur les nouveaux protocoles thérapeutiques, toutes les informations sur l'avancée des travaux en matière de vaccins et toutes les notifications de nouveaux symptômes sont publiées en anglais. Or, passer à côté serait pour un médecin courir le risque de ne pas offrir à son patient les meilleurs soins possibles, voire de le tuer. Donc, dans cette intervention, je vous propose d'aborder les questions relatives à la didactique de l'anglais médical et notamment celles liées à la formation de l'enseignant et au degré d'expertise qu'exige l'enseignement d'une langue culture telle que celle-ci. Après une brève histoire de l'anglais médical, je vais vous présenter ses principales caractéristiques en tant que langue culture. Dans une deuxième partie, je vais me concentrer sur les aspects didactiques en vous parlant notamment des différents acteurs et contextes rencontrés dans son enseignement-apprentissage. Et dans une troisième partie, je vais vous suggérer des pistes pour améliorer la formation de ces enseignants, sachant qu'elles pourront être adaptées à d'autres langues de spécialité. Alors, excusez-moi, je suis avec deux écrans, donc c'est pas très facile les manipulations, donc vraiment, je vous prie de me pardonner. J'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça et avec un masque, c'est encore plus difficile. Alors, l'anglais n'a pas toujours régné sur la langue de la médecine. Avant l'anglais, le français et l'allemand ont tour à tour occupé une place prépondérante et on en retrouve encore des traces dans le vocabulaire de l'obstétrique et de la cardiologie pour le français et de la psychiatrie pour l'allemand. Alors, l'hégémonie de l'anglais et plus précisément de l'anglais nord-américain date de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que, dopés par leur victoire, les chercheurs nord-américains commencent à occuper le devant de la scène médicale, notamment avec la première chirurgie cardiaque, donc en 1944, qui inaugure l'ère de la chirurgie cardiaque moderne. Alors, depuis, l'anglais n'a cessé d'imprégner les langues médicales européennes, notamment à travers des emprunts comme bypass, screening. Mais l'hégémonie n'est pas seulement linguistique, elle a en effet mené à l'hégémonie culturelle et scientifique. Par exemple, c'est sous l'influence anglo-saxonne que la evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves, a pris la place de la patient-based medicine. Donc, c'est toute une vision de la médecine et de la pratique médicale qui s'est américanisée. Et cette position hégémonique de l'anglais nord-américain a d'autres conséquences. Alors, par exemple, sur les chercheurs et professionnels de santé non natifs qui ont un accès restreint et souvent retardé à la recherche. Comme je vous le disais en préambule, cette recherche qui est essentiellement publiée en langue anglaise, elle a également un impact sur les revues nationales qui perdent en qualité. Par exemple, Eger, en 1997, a démontré que les scientifiques allemands publiaient leurs résultats significatifs dans les revues de langue anglaise et leurs résultats non significatifs dans les revues nationales. Alors, il faut rappeler que depuis une quarantaine d'années, les chercheurs en médecine font l'objet de pressions très importantes de la part de leur tutelle pour publier leurs résultats dans des revues scientifiques.
Donc, une pression que l'on peut résumer par cette expression très connue maintenant, publish or perish, à laquelle il faut évidemment ajouter in English. Alors, du nombre de publications et du facteur d'impact des revues dans lesquelles les publications paraissent dépendent, vous le savez, les sommes allouées aux laboratoires de recherche et les promotions octroyées aux chercheurs. Or, en médecine, les revues à fort facteur d'impact sont toutes, sans exception, anglo-saxonnes. Alors, je vous en nomme deux, New England Journal of Medicine pour les États-Unis et The Lancet pour la Grande-Bretagne. Et pour vous donner un ordre d'idée, le facteur d'impact de New England Journal of Medicine est de 74,699, alors que celui de ESP, qui est quand même l'une des revues les plus prestigieuses et au facteur d'impact le plus élevé dans notre domaine, qu'est l'anglais de spécialité, est de 2,612. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Autre chiffre édifiant, le pourcentage des publications médicales mondiales entre 2005 et 2015 pour les 4 langues principales, donc les publications en français, qui, vous le voyez, ont représenté 0,13% derrière l'anglais, 99,44%, avec le chinois à 0,11%, plus que l'espagnol, donc avec 0,08%. Donc, vous comprendrez pourquoi l'apprentissage de l'anglais médical est un enjeu majeur dans les facultés de médecine françaises et européennes. Alors, parmi les différentes définitions proposées au fil des ans pour caractériser la langue de spécialité, j'en ai retenu une qui, selon moi, rend compte de la complexité de ces langues de spécialité, et c'est celle proposée par Michel van der Jut en 2016. Alors, je vais essayer de vous résumer sa pensée le plus simplement possible. Donc, une langue de spécialité se construit autour, donc là on va parler d'anglais médical. Alors, je vous donne un exemple, l'anglais médical va se construire autour de l'intentionnalité de sa communauté, c'est-à-dire soigner les malades en l'occurrence, et inversement, la communauté, c'est-à-dire les professionnels de santé, va se construire autour de sa langue spécialisée, en l'occurrence l'anglais médical, dans un domaine spécialisé, par exemple la médecine occidentale, qui a sa propre histoire. Au sein de la langue de spécialité, le lexique va véhiculer un certain nombre d'informations sur le domaine spécialisé. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Un mot comme theatre, le bloc opératoire, utilisé en anglais médical britannique, évoque l'histoire de la chirurgie européenne du XVIIIe siècle, où les amphithéâtres médicaux permettaient d'assister à des opérations pratiquées sur des patients vivants. Et elle tire sa signification spécialisée du contexte dans lequel il est prononcé, ici un contexte médical. Donc, moralité, le lexique spécialisé sera correctement interprété uniquement dans le cadre de son domaine spécialisé. Alors, comme toutes les langues de spécialité, l'anglais de la médecine s'est construit en fonction des besoins propres à la profession médicale. Et son besoin principal, on le vit au jour le jour, c'est la rapidité. Et donc, aujourd'hui, le lexique de la langue médicale anglaise présente un certain nombre de caractéristiques qui ont comme point commun la concision. Alors, la troncation, et au sein de la troncation, l'aphérèse, scope à la place de endoscope, la syncope, api pour appendicectomy et l'apocope, onc pour oncologist. L'amalgame, urinalysis pour urine analysis, l'ellipse de mots entiers comme a physical pour a physical examination, la siglaison, ENT, ear, nose, throat ou ORL, et l'acronymie CABG pour coronary artery bypass grafting, qui peuvent être dérivés comme dans HIVFIBS pour il fait une fibrillation ventriculaire et she OD'd pour elle a fait une overdose. L'encodage, comme le B suivi du X indicé, donc qui signifie qu'il s'agit d'un terme médical, donc là en l'occurrence biopsy. Alors ce X indicé est un reste du symbole de Jupiter. Et enfin, l'hypalage,
a perforated IUD, littéralement un stérilet perforé. Alors, évidemment, ça ne veut rien dire comme ça. C'est un stérilet qui a perforé l'utérus. Alors, outre le lexique, l'anglais médical va se diviser en plusieurs registres. Par exemple, entre un médecin et un patient, le médecin va opter dans sa communication pour un lexique courant comme heartburn pour acid reflux. Par contre, lorsqu'ils vont communiquer entre eux, les médecins vont piocher dans le lexique scientifique, voir s'il s'agit de deux spécialistes dans le lexique technique ou appelé jargon, qui va souvent prendre la forme d'un sigle comme GERD, toujours pour acid reflux, et pour certains médecins dans le lexique argotique comme disasteroma pour un polytrauma, un lexique argotique qui va emprunter à la culture, notamment la culture télévisuelle pour Jack Bauer, par exemple, qui est un médecin qui travaille H24, ou Double Whopper, donc culture cette fois-ci culinaire, au sens américain du terme. Double Whopper, c'est une patiente obèse. Alors, au sein de l'anglais médical, on va observer plusieurs genres, chacun extrêmement codifié. Par exemple, l'article de recherche qui va suivre un format que l'on appelle IMRAD, Introduction, Method, Results and Discussion. Outre l'article de recherche et son abstract, on va noter également le cas clinique, le rapport de cas, le courrier adressé par un médecin à un autre médecin, le certificat médical, ou encore le poster dont je vous montre un exemple ici sur cette diapositive. Donc, vraiment des formes extrêmement codifiées on va y revenir, mais qu'un enseignant ne peut pas ne pas connaître, un enseignant de langue. Alors, l'anglais médical est également marqué, et ce sera ma dernière diapo pour cette partie-là, par la culture professionnelle anglo-saxonne, qui elle aussi présente de nombreux traits spécifiques, souvent liés au contexte d'exercice. Par exemple, pour un examen gynécologique aux États-Unis, le praticien ne doit jamais se retrouver seul avec une patiente, il doit être accompagné de ce que l'on appelle un chaperone. Et l'enseignement-apprentissage, et ça va être ma partie suivante, de ces éléments culturels est absolument essentiel pour éviter, comme un de nos collègues médecins, un urgentiste français parti travailler dans un hôpital américain, de se retrouver poursuivi en justice actuellement pour viol par une de ses patientes. Donc, ça m'amène à ma deuxième partie qui est l'enseignement-apprentissage de l'anglais médical. Alors, les demandes en matière de formation d'anglais médical vont émaner de deux sources. La formation initiale, comme les facultés de médecine, facultés d'odontologie, de pharmacie, les écoles de sages-femmes, les écoles vétérinaires et les instituts de soins infirmiers. Et la formation continue médicale et paramédicale, donc les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé, les laboratoires pharmaceutiques et les syndicats de médecins. Alors, ces demandes vont pouvoir varier au sein d'une même source dans leur forme. On va pouvoir vous demander des cours intensifs, des cours extensifs, des séminaires, des ateliers. Dans les thématiques, on va vous demander une formation en maïotique, par exemple. Dans les contenus et dans les objectifs, on va vous demander, par exemple, d'enseigner l'apprentissage de la consultation. Alors, avant de fixer les objectifs, il est primordial que l'enseignant de langue recense toutes les situations de communication auxquelles l'apprenant va se retrouver confronté. Donc, il va devoir se demander dans quel cadre l'apprenant va utiliser la langue étrangère à l'université, dans un hôpital, quelle va être la part d'interaction verbale dans cette langue étrangère, donc dans son exercice professionnel, académique aussi. Quels vont être ses interlocuteurs? Est-ce qu'il va devoir parler à d'autres professionnels de santé, à ses patients? De quel sujet il va parler? Est-ce qu'il va parler des soins, de traitements? S'il aura à lire, à rédiger ou à présenter, et quel type de documents? Des articles de recherche, des cas cliniques, des comptes rendus d'examen? Quel va être son statut? Est-ce qu'il va s'agir d'un médecin, d'une infirmière, d'un interne? Ou encore, quelle va être sa spécialité?
Alors, à partir de ces situations de communication, l'enseignant va devoir en déduire un certain nombre de compétences qui vont servir d'ossature à la formation. Et moi, je les ai catégorisées selon l'ordre suivant. Donc, les compétences pré-professionnelles générales, lire un article, rédiger un abstract, faire une recherche documentaire ou suivre une conférence et prendre des notes. Vous avez les compétences professionnelles générales, donc rédiger un article de recherche, faire une présentation orale, rédiger un document professionnel comme une ordonnance. Les compétences professionnelles spécifiques, alors qui elles vont dépendre des motivations personnelles de chacun, de chaque apprenant. Donc, par exemple, un apprenant qui va avoir envie d'aller exercer dans un autre pays ou de décrocher un poste de PUPH ou de faire un stage à l'étranger. Alors, les contenus vont varier en fonction des compétences à acquérir et de la source dont va émaner la demande. En tout état de cause, quel que soit le niveau linguistique de l'apprenant, et ça va vraiment être le point majeur de ma présentation, il est indispensable que l'enseignant intègre du contenu disciplinaire. Alors, pour 3 raisons. La première raison, un cours de langue qui mobilise un contenu disciplinaire est forcément plus motivant pour un apprenant déjà investi dans un monde pré- ou professionnel. Un cours de langue dans le domaine Lansade doit être optimal dans la mesure où le temps que l'apprenant peut consacrer à cet apprentissage est restreint par la charge de travail et la charge de mémoire qu'il a dans sa discipline. Le contenu disciplinaire est également une base très rassurante et donne le sentiment à l'apprenant de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'apprendre dans les 2 langues. Donc, très important d'intégrer ce contenu disciplinaire. Par conséquent, pour l'enseignant, construire une formation d'anglais médical réussie va nécessiter de sa part qu'il connaisse très bien le terrain ou les terrains, qu'il maîtrise la terminologie, qu'on vient de voir, par exemple, tout ce qui est troncation, qu'il soit capable de choisir et d'exploiter des supports pertinents. C'est pourquoi, au-delà des compétences en ingénierie de formation, l'enseignant va devoir posséder un minimum de connaissances dans la discipline, en l'occurrence en médecine. C'est déjà l'idée que défendait John Hambley en 2001. Ce n'est pas nouveau, c'est très important. Il faut également qu'ils se tiennent au courant des cultures professionnelles, celles de ses apprenants et celles évidemment des professionnels des pays cibles. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il lui faut une formation pointue, ce qui m'amène à ma troisième et dernière partie. Alors, en anglais médical, à ma connaissance, il n'existe aucune formation. Donc, il me paraît indispensable de proposer des formations diplômantes à destination de ces enseignants, en l'occurrence, et par exemple en développant des masters, des MEF. Alors, je pense qu'il est important d'intégrer le domaine spécialisé à tous les niveaux. En premier lieu, il faudrait proposer un enseignement de la discipline dispensé par des spécialistes et professionnels du domaine qui permettent de donner un socle de connaissances fondamentales. On ne va pas en faire des médecins, mais au moins leur donner des bases. Le programme doit comprendre également un enseignement de la didactique de l'anglais médical, de la sociologie médicale comme le système de santé, les établissements de soins, la filière du médicament, de la terminologie médicale, donc les racines gréco-latines, les métaphores, les néologismes, entre autres, et de la communication en santé, donc ce que je vous disais, c'est-à-dire l'article de recherche, l'ordonnance, comment est conçue une ordonnance, comment elle est organisée, comment s'organise une consultation. Et enfin, le stage de 2e semestre devrait être organisé au sein des différents services hospitaliers afin que les futurs enseignants d'anglais médical puissent effectuer leurs observations dans un milieu professionnel authentique. Mais ce n'est pas tout. C'est souvent à l'enseignant de langue de spécialité, en l'occurrence d'anglais médical, que revient la charge de transmettre les savoirs culturels. Or, ce n'est ni un professionnel du domaine, ni un ethnologue. Donc, par conséquent, il me semble très important d'y adjoindre un enseignement
des cultures professionnelles. Alors, parce que les enseignants de langue de spécialité sont souvent conduits à intervenir dans plusieurs filières, pourquoi? Alors ça, c'est une vraie question. Pourquoi ne pas élargir leur domaine de compétences? Alors, en 2012, vous voyez, ça date pas d'hier. Avec ma collègue Martine de Rivry, nous avions imaginé à Sorbonne Université 2 masters. Le premier, didactique appliquée aux langues de spécialité médicale, devait comprendre 4 langues au choix, donc français, anglais, espagnol, allemand. Et le deuxième que nous avions proposé devait comprendre 2 langues et plusieurs spécialités telles que la médecine, la physique, la chimie, la géologie, la biologie, les mathématiques, l'informatique, etc. Et la dimension plurilingue devait permettre aux futurs enseignants, qu'ils soient natifs ou non d'une des langues proposées, d'enseigner en dehors du cadre national. Dans ces 2 masters, systématiquement, nous avions prévu des professionnels qui devaient dispenser un enseignement de la ou des disciplines et un stage qui devait se dérouler dans un lieu en lien avec la discipline. En l'occurrence, ça pouvait être un laboratoire pharmaceutique, un hôpital. Alors, malheureusement, ces 2 masters n'ont jamais pu voir le jour, ce qui m'amène à ma conclusion. Alors, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, chaque année et depuis plusieurs années, les postes de professeurs issus du second degré proposés dans les universités concernent essentiellement des enseignements dans les filières LANSAD. Or, la formation des enseignants ne leur permet pas d'être immédiatement opérationnels. Je pense qu'il faudrait donc mettre en place des formations diplômantes en collaboration avec des professionnels issus des différents domaines cibles, des physiciens, des juristes. Il faudrait également donner l'envie et la possibilité aux futurs enseignants de poursuivre leurs études et de faire un doctorat en intégrant la notion de langue de spécialité très tôt dans le cursus. De cette façon, leur profil correspondrait à celui des postes offerts au concours de maître de conférences et de professeurs des universités. Je suis catastrophée par le peu de thèses d'anglais médical qui sont soutenues, alors qu'il y a énormément de demandes, enfin en tout cas de besoins, de demandes, non mais ça on y reviendra. Nous pourrions même envisager une année d'études dans la discipline comme un prérequis à une thèse. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. Quand j'ai fait ma thèse d'anglais médical, j'ai décidé de prendre 1 an dans ma vie et de préparer le concours de première année de médecine, que j'ai réussi d'ailleurs, vous voyez, comme quoi. Et puis, une remarque aussi importante, c'est malheureusement le regroupement sous la forme de maisons et de centres de langue qu'on observe depuis plus de 20 ans maintenant dans les universités et qui ne va pas du tout dans le sens de la spécialisation des enseignants, puisqu'ils vont être amenés à enseigner dans plusieurs filières qui n'ont strictement rien à voir les unes les autres. Donc, je pense que rattacher l'enseignant de langue de spécialité à la filière concernée serait une bonne chose. Ça lui permettrait de se spécialiser, de développer des réseaux et puis de collaborer avec les professionnels de la discipline et puis d'approfondir leur spécialisation. Alors, je vous propose une bibliographie sélective. Alors, très rapidement, si vous vous intéressez à l'anglais médical, la Bible, c'est l'ouvrage de Dirks, The Language of Medicine. Je vous ai parlé de Heger lorsque je vous ai parlé de l'impact négatif de l'hégémonie anglaise sur les revues nationales. Donc là, voici cette référence. J'ai rédigé en 2012, ça date un petit peu, un ouvrage sur l'anglais médical et le français médical et j'ai comparé surtout en matière de linguistique et aussi de didactique. Si vous vous intéressez à la langue médicale en général, l'ouvrage de Hamburger est très intéressant. Je vous ai cité Humbley 2001 qui lui insistait sur la nécessité d'introduire un socle de connaissances dans la discipline. Je vous ai parlé de Michel van der Rieutte pour cette définition de la langue de spécialité qui me semblait tout à fait complète et pertinente. Et je termine sur l'article de Shona White qui m'a semblé tout à fait intéressant.
elle met en balance, elle compare en fait les 3 perspectives que sont la LLCA, le LANSAD et l'acquisition des langues secondes. Et elle montre les points de convergence et notamment l'apprentissage par la tâche qui pourrait être intégré dans les 3 composantes. Enfin, je termine avec ce dessin qui va illustrer 2 problèmes qui me semblent essentiels. L'enseignant de LSP et notre collègue en espagnol l'a bien souligné. Lorsqu'il est issu, et il est issu d'une formation généraliste, il doit emprunter un chemin long et sinueux pour être opérationnel. Or, il y a urgence à lui offrir une formation efficace qui le rendra opérationnel immédiatement. Voilà, je vous remercie. Alors, des questions peut-être sur... Des questions, des remarques Peut-être juste rebondir sur votre dernière remarque, ou presque sur la tâche, justement, l'enseignement par la tâche. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en œuvre dans les cours avec vos étudiants? Ah oui, tout est autour de cet apprentissage par la tâche. Bien sûr, macro-tâche, micro-tâche, oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment la base de l'enseignement-apprentissage de la langue de spécialité en ce qui me concerne, oui. Moi, je reviens peut-être sur un des points que vous avez évoqué, sur le fait de spécialiser très tôt peut-être les enseignants de langue à cette culture professionnelle, en fait, de la spécialité. Alors, ça pose une question aussi, puisque tout à l'heure, notre collègue évoquait le fait qu'on pourrait inclure, en fait, une didactique des langues de spécialité dans les formations. Mais dans ce cas-là, de quelle spécialité? Voilà. Ça, c'est une vraie question, parce que, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une méthodologie d'adaptation à la professionnalité qu'il faudrait enseigner, et après avec une option anglais médical, ou anglais du tourisme, ou anglais juridique, ou alors... Oui, c'est exactement, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est la réponse. Oui, tout à fait. Oui, ce que disait notre collègue en espagnol était tout à fait intéressant. Effectivement, les PRAG, les PRCE, ils sont formés pour enseigner dans le secondaire. Personnellement, je pense que nous ne devrions pas les voir dans les universités. Bon, après, il y a eu tellement d'heures de cours à faire que le gouvernement a décidé d'intégrer ces PRAG PRCE dans les universités. Mais alors, ça a été terrible pour l'anglais de spécialité parce que du coup, on n'avait plus de postes de maître de conférence, de moins en moins, et pour arriver à 0 maintenant, en tout cas en ce qui nous concerne à Sorbonne Université, mais plein de PRAG. Et donc, je pense que ça a été une mauvaise chose, en tout cas pour, voilà. Ce qu'il aurait fallu, et c'est ce que disait notre collègue, c'est créer effectivement une formation et un statut particulier pour les enseignants qui allaient enseigner en LANSAD, avec une composante de recherche. Parce que les PRAG PRCE, bon, là, notre collègue en espagnol est tout à fait exceptionnel, mais ils ne font pas de recherche, ils n'ont pas le temps. Donc ça, non, ils n'ont pas le temps. Non, c'est pas possible. 386 4 heures, bon, c'est juste pas, enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faudrait créer un statut très spécifique. Il parlait de mettre une option au CAPES et à l'agrégation, une option langue de spécialité. Alors, oui, c'est joli comme idée, mais ça me semble, c'est exactement ce que vous disiez, ça ne me semble pas possible parce qu'il y a tellement de spécialités que ça me semble difficile. Mais créer une vraie formation de A à Z et un statut à part, oui, ça, je pense que c'est vraiment la solution. Oui, je pense, en vous entendant autre chose qui existe et qui se développe maintenant dans l'enseignement secondaire, c'est ce qu'on appelle l'ETLV, l'enseignement technologique en langue vivante, qui est en fait du co-enseignement. L'enseignant de l'anglais, souvent, est associé à l'enseignant de la discipline technologique et en fait, ils assurent ensemble de la séance. Et est-ce que ça pourrait faire partie justement de la formation, des pistes dans le supérieur? De la formation, oui, mais en tout cas de l'enseignement lui-même, non, ça me semble impossible. Voilà. Dans la formation, bien sûr. Oui.
parce que ce serait vraiment... il y a à Dijon, par exemple, il y a le professeur de langue qui donne le cours avec le professeur de médecine. Mais ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis financièrement, pour une université, c'est difficile, c'est difficilement tenable. Donc voilà, donc oui, dans le cadre de la formation, oui, mais après, je pense que l'enseignant de langue va se retrouver de nouveau tout seul dans la classe. Oui. Ensuite, il y avait une autre question, peut-être voilà, plus de didactique, mais est-ce que dans l'anglais médical, il y a une partie, j'imagine, de compétences orales qui sont importantes pour pouvoir assurer des consultations et travailler peut-être au bloc aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas une primauté de l'écrit quand ça concerne la recherche pour la publication des articles, non, comment ça se... C'est vraiment... il y a les deux. Il y a les deux. Oui, il y a les deux. Ouais. Non, il n'y a pas un plus important. Non, il y a les deux. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour l'enseignant d'anglais médical d'être, comment on va dire, opérationnel dans tout ça, dans tous ces registres, dans toutes ces formes de communication. Et puis, je vous parlais de la culture, mais nous habitons en France. Comment savoir qu'effectivement, aux États-Unis, il faut que le médecin soit toujours accompagné d'un chaperon, on va dire. Enfin, tout ça, comment le savoir? Alors, on a les séries américaines qui nous donnent des informations sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais bon, est-ce que c'est très fiable? C'est difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en tant qu'enseignant, on se tienne au courant de ce qui se passe aux États-Unis dans les hôpitaux, de ce qui se passe en Grande-Bretagne dans les hôpitaux, parce que ça fait partie de notre enseignement. C'était extrêmement difficile. Il faudrait vraiment un réseau. Monsieur, alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être avec le chat? Je ne sais pas si vous les voyez sur l'écran. Non, elles ne s'affichent pas. Elles ne s'affichent pas, donc on va peut-être... Pardon, on va peut-être... Ouais, on va arrêter le partage et on va voir s'il y a des questions. Ah, peut-être, oui, il y a la question de Joël sur le niveau de langue, mais je vous laisse la lire peut-être. Alors, quel niveau de langue générale devrait avoir un étudiant avant d'aborder un enseignement de langue de spécialité? On parle donc d'un étudiant qui se destine à enseigner ou... Non, on parle de l'étudiant, d'accord, pas de l'enseignant, pas du futur enseignant. 0. Honnêtement, ma réponse, c'est il peut être parfaitement débutant, complètement débutant. Je trouve qu'au contraire, rentrer directement dans la langue de spécialité ne pose pas de problème, est très motivant et je ne vois pas pourquoi ce serait... voilà, pourquoi il faudrait passer par la langue générale avant d'aborder la langue de spécialité? Non, absolument pas. Langue de spécialité directement. Elle n'est pas plus compliquée que la langue générale. Mais donc là, ça revient aussi peut-être à ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'enseignement de la langue de spécialité, il y a de toute façon une partie d'enseignement de la langue générale. Absolument, forcément. Absolument. Tout ce qui est grammaire, bien sûr, tout ça, on ne peut pas... Dialogue, structure de phrase, phonétique, phonologie, tout ça, bien sûr, ça fait partie de la langue, qu'elle soit de spécialité ou générale. Donc, oui, tout à fait. Après, c'est entrer via la terminologie dans la langue de spécialité. Et oui, je pense que ça, c'est une très bonne chose et ça doit être fait dès le départ avec un niveau A, A1 ou A. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Quel niveau? Non. Ok. Ah oui, vous parlez de culture professionnelle et je trouve cela essentiel, oui, de sensibiliser nos étudiants aux différentes cultures. Mais pourquoi seulement aux cultures américaines? Ok, si l'anglais est la lingua franca de la médecine et nos étudiants vont peut-être partir et utiliser l'anglais aussi. D'accord, comment s'en sortir? Oui, alors là, je pense que, mettons, un étudiant en médecine qui va partir étudier en Suède, c'est un peu ça l'idée,
Comment intégrer les différences culturelles avec les Suédois? Je pense que là, ça me semble extrêmement difficile. Je pense qu'on va être obligé de faire un choix en tant qu'enseignant d'anglais de spécialité ou d'anglais médical, d'opter pour les cultures anglo-saxonnes. Si on commence à sortir, oui, effectivement, on va pas y arriver. Enfin, ça me semble difficile de parler de différences interculturelles, mettons avec l'Espagne ou avec l'Italie, alors qu'on est dans un cours d'anglais médical. Je vois pas. Il y a déjà tellement. Oui, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas une option supplémentaire qui serait vraiment sur l'interculturalité? Dans ce cas-là, on pourrait dans voir ce pays-là, mais ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait qu'il y en ait un certain nombre qui partent, mettons en Suède, pour effectivement mobiliser un enseignant qui va devoir faire des recherches et enseigner ces différences. Après, je pense que c'est très rapide à enseigner les différences interculturelles en pratique médicale. On ne va pas y passer 10 heures. Je pense qu'en 2 heures, c'est dit. Il me semble qu'il y a des universités étrangères, notamment d'ailleurs des pays nordiques, qui ont tout un volet comme ça dans les cultures de spécialité de crossing culture, où justement ils préparent les étudiants à rencontrer vraiment d'autres cultures dans le milieu professionnel, que ce soit celui des affaires, celui du droit. Alors, le médical, je ne l'ai pas croisé, mais effectivement, il me semble qu'il y a ce type d'option dans les universités européennes. Oui, c'est essentiel. Il y a eu 2 échecs en médecine. On a eu les infirmières espagnoles qui sont reparties, c'était il y a quelques années, qui sont venues travailler en France et qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans le système français, parce qu'il leur manquait justement, avant de venir, toute cette dimension interculturelle. Et le deuxième échec, ça a été les infirmières françaises également, qui sont arrivées au Québec dans les hôpitaux. Alors, elles avaient la langue, donc là, elles étaient bien aidées, mais elles n'avaient pas la culture. Elles sont rentrées en France et les hôpitaux québécois les ont remplacées par des infirmières américaines. Alors, elles n'avaient pas la langue, mais elles avaient la culture. Finalement, on s'est aperçu que la culture était plus importante que la langue. Donc, oui, juste essentiel. Cette dimension est essentielle. Voilà, donc c'est toutes les questions que moi je vois à l'écran. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle? Non, d'autres questions peut-être? Non? Alors, je pense que lors de la table ronde cet après-midi, on parlera justement de ce que je vous disais, de cette pauvreté dans la recherche en anglais de spécialité, même si ça va de mieux en mieux, même si le GERAS fait un travail extraordinaire. Mais c'est vrai que du coup, nous avons de moins en moins d'enseignants-chercheurs en anglais de spécialité. Moi, ça me désespère. Donc, je pense que ça, c'est un problème qu'on abordera certainement cet après-midi. Et puis, l'absence de formation, et l'existant et l'inexistant, et comment on pourrait faire quelque chose pour améliorer ça. Oui, bien sûr, on évoquera ces questions dans la table ronde. Et juste avant, justement, Nora Leroy nous présentera la proposition faite par Trace, justement, de cette summer school, qui va devenir d'ailleurs winter school. Jamais Springs. Voilà, peut-être, ouais, c'est vrai. Et donc, elle nous présentera un peu ce qui est sorti de ce projet Trace et ce qui est proposé comme type de formation pour améliorer effectivement l'absence quand même très générale de formation en langue de spécialité. Oui. Je pense qu'il y aura une question aussi à aborder cet après-midi. C'est les écoles de langue privée, elles vont, en tout cas en anglais médical, vont embaucher des médecins et des infirmières anglo-saxons. Et je pense que donc ce ne sont pas des didacticiens. Ils ne connaissent rien à l'apprentissage par la tâche et je pense que ça, c'est un problème. Donc, il faudrait effectivement arriver à conjuguer, mettre en place une espèce de double compétence qui serait vraiment très intéressante. À la fois former les médecins, les infirmières à la didactique et former les didacticiens à la médecine. On va dire un minimum pour chacun, minimum essentiel.
Oui, ça me fait penser aussi que quand j'ai participé donc, aux recherches pour Choice et que j'ai fait le tour un peu justement des formations qui existaient, j'ai vu que des formations privées en langue mettaient en avant le fait qu'eux avaient des spécialistes de la profession. Oui. C'était un de leurs arguments Oui. par rapport aux formations qu'on pouvait proposer dans l'enseignement supérieur qui, effectivement, sont faites par des didacticiens des langues, mais pas par des spécialistes de la profession. Oui. C'est un des arguments de vente de Tout à fait. Ouais. ces entreprises. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, on peut peut-être s'arrêter pour la pause déjeuner, puis on reviendra à 14h. Merci.